Dommage collatéral. À la caisse du supermarché, qui fait l'angle du faubourg Saint-Antoine et de l'avenue Ledru-Rollin, l'homme devant moi m'intrigue. Il doit habiter le quartier, car je le croise de temps en temps. Il a un côté mystérieux, une sorte de flottement quand il se meut, et dans ses yeux charbon, lui une frayeur prête à s'embraser. Comme il ne semble pas avoir compris le montant à 2 chiffres qu'elle vient de lui lancer, la caissière lui indique le rectangle lumineux où s'affiche la somme. Il hoche la tête pour montrer que oui, cette fois, il a bien assimilé le prix annoncé et retire de sa poche arrière un vieux portefeuille en cuir dont s'échappe un bout de carton. Je me saisis rapidement de la photo cornée au coin qui vient de tomber au sol. Je veux la rendre à son propriétaire et pourtant quelque chose m'arrête. Je n'arrive pas à la quitter des yeux, tandis qu'il range ses courses dans un sac en toile orange. Sur la photo, un portrait de lui. Il y est plus jeune, plus corpulent aussi et franchement souriant. La tête un peu de côté semble indiquer un échange de plaisanteries avec la personne derrière l'appareil. Je me demande si c'est une femme à qui il sourit ainsi. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a rien d'apeuré dans son regard. Quand l'homme se retourne, je bafouille quelques mots inutiles. Il reprend son cliché me l'arrachant presque des mains, sans dire un mot. Puis, à grandes enjambées, se dirige vers la sortie. Penaude, je paye mes achats en essayant d'oublier les reproches dans son regard. Cet épisode s'est effacé de ma mémoire jusqu'à l'été. Recrutée pour un nouveau travail, je dois rester à Paris durant le mois d'août. La morsure salée de la mer me manque cruellement, et pour faire diversion, je me rends régulièrement à la piscine municipale rue de Pontoise, où je le vois. Il ne me reconnaît pas, mais le hasard qui nous a tenus éloignés l'un de l'autre plusieurs mois d'affilée s'amuse à nous mettre sur la même route si fréquemment qu'il finit par me saluer. Une barbe poivre et sel et un joli teint mat lui donnent de la prestance. C'est évident, la belle saison lui va bien. Son allure générale, sans être enjouée, semble plus fluide, comme dégagée d'un poids. Il est toujours seul. Est-ce cela qui éveille ma curiosité ? À plusieurs occasions, nous sommes assis côte à côte, sur la terrasse du bistrot Place d'Aligre, où j'aime prendre un café après le marché. À plusieurs occasions, nous avons patienté ensemble à l'arrêt du 76, mais jamais je n'ose l'aborder, même si j'en meurs d'envie. Je garde un souvenir cuisant de l'épisode du supermarché. Faute de mieux, je l'observe. Costume en semaine et jeans le samedi. Il doit travailler, me dis-je. Chaque vendredi soir, il prend l'apéro à l'Ami Pierre, rue de la Main d'Or. C'est un homme qui aime les habitudes, me suis-je encore dit. Le lundi, il fait ses courses. Le dimanche, je ne le vois jamais. A-t-il de la famille hors de Paris ? Une épouse ? Des enfants ? Non. Je suis à peu près certaine qu'il n'a pas de femme dans sa vie. Et moi, je n'ai plus d'homme dans la mienne depuis longtemps. Je finis par penser que l'amour est une illusion. Plusieurs mois s'écoulent sans que je ne parvienne à lui adresser la parole. Nous sommes en février, la saison qui ne lui va pas. Il fait froid et humide, avec un ciel bas. Son visage paraît plus émacié qu'à l'été, mais son charme agit maintenant sur moi en toute saison. Il feuillette une revue dans la salle de lecture de la bibliothèque du quartier, enfoncé dans un gros divan en velours qui donne l'impression d'être dans un salon. J'aurais dû me méfier du divan. Je bascule lourdement sur son épaule droite. C'est tellement énorme, tellement le contraire de ce que j'aurais désiré. J'éclate d'un rire nerveux qui devient franc, massif et, à ma grande surprise, communicatif. Nous nous retrouvons donc à pouffer sur le sofa de la médiathèque à 2 minutes de la fermeture. Il s'appelle Maroun. Il m'invite à boire un verre à l'Ami Pierre.
J'ai le souvenir d'un moment euphorique et dense. Ce soir-là, j'apprends 2 choses. Il vient du Liban et il était architecte. Et ici, à Paris, il travaille pour un institut de sondage. Au moment de le quitter, j'oublie de lui demander son numéro, ce dont je me maudis les 15 jours qui suivent. Fort heureusement, dans le courant de la 3e semaine, je le croise à la librairie et il me propose de dîner chez lui. Je m'attends à manger régional, mais il a fait du rôti et je le trouve beau. Nous parlons en dégustant un vin charpenté quand abruptement il se lève, s'approche et m'embrasse. Sa bouche contre la mienne, sa peau contre ma peau, c'est délicieux, incroyable, joyeux. Je me laisse surprendre par la légèreté qui nous porte. J'ai 18 ans et l'impression de rencontrer un homme pour la première fois. J'ai 100 ans et l'impression d'une rencontre d'âme. Nous allons de découverte en exploration, de grotte en vallon, de creux perdus en montagne de douceur. J'aime sa virilité fragile. Je ne veux plus rien savoir, seulement écouter cette musique qui me fait croire qu'il est présent, qu'il sait recevoir la vie, les magies, les miracles, les inattendus. Il est là, sensuel, libre et gourmand. La conversation s'installe, tout semble simple. Nous avons la vie et le temps pour nous. Pas de discours, juste envie de poursuivre le dialogue. Un jour, je lui demande de me raconter l'histoire de la photo. La photo ? Me répond-il interrogatif. Eh bien oui, celle que j'ai ramassée devant la caisse. Après un temps qui m'apparaît démesurément long, il la sort, comme une relique de son vieux portefeuille de cuir. J'en espérais d'autres, mais il n'a que celle-là. Il la caresse comme on le ferait de la joue d'une femme, avant de me la tendre. L'auteur du portrait est sa fille Yara, 15 ans, qui, ravie de posséder le Canon de ses rêves, mitraillait son père tout azimut. Yara ne quittait plus son nouveau jouet, avide de témoigner. « Ce jour-là, j'ai commis un meurtre », me dit-il d'une voix opaque. Je fronce les sourcils. Que veut-il dire ? Je veux dire que mettre un Canon dans les mains d'une adolescente vivant au Liban, c'est juste criminel, me répond-il. J'ai senti le souffle glacial du passé. J'aurais voulu le réchauffer. Et c'est lui qui, une semaine plus tard, m'offrait une véritable cargaison de pulls en mohair et cachemire de toutes les couleurs. C'était un jeudi, je m'en souviens très bien. Il devait se lever tôt pour partir en mission à Bordeaux. Vers 8 heures, lorsque je suis allée me faire un café dans la cuisine, j'ai trouvé ce monticule de douceur colorée sur la table, accompagné d'un mot. Je veux que tu aies chaud, même quand je ne suis pas là. Je ne lui pose plus de questions. Une seule fois, c'est lui qui évoque spontanément le passé. Après l'amour, sa tête sur mon ventre, il me raconte ce bus, loué pour amener amis et famille à une fête dans le Chouf. Ils avaient été arrêtés en plein désert. Pourquoi un des hommes du commando l'a pointé du doigt ? Il ne le sait pas. Il a dû sortir du bus et se mettre à genoux dans la chaleur du zénith. Persuadé qu'il vivait ces dernières secondes, il a fait le vide dans sa tête. Et c'est dans ce vide que le bruit des lance-flammes et les hurlements de tous ceux qui l'aimaient ont éclaté, seul à survivre. Nous marchons beaucoup. C'est notre plus grand plaisir, arpenter les rues comme si chaque quartier était un monde. C'est cela qui occupait son dimanche autrefois. Je balade mon œil d'architecte sur les merveilles de ta capitale, m'avait-il confié lors de notre premier dîner. Ce n'est pas ma capitale, lui avais-je rétorqué. Paris, je l'ai choisi. J'avais 11 ans quand je suis venue la première fois, et je me suis juré de venir y vivre. J'étais née dans une petite ville de province qui sointait l'ennui. Nous marchons le nez en l'air.
Notre grand jeu consiste à repérer un édifice inédit et à le faire découvrir à l'autre. La façade en vague de verre de l'hôtel Renaissance sur l'avenue de Wagram l'avait épaté. Le 29 rue MacMahon, garni de ses refends et bossages en pierre crème, m'avait séduite. Maroun m'apprend à regarder, et moi, je l'invite à flâner, jusqu'au moment où, fourbu et comblé, je lui indique un café qui me plaît. Il commande invariablement un chocolat chaud bien épais, et quand il tourne sa petite cuillère dans la tasse en porcelaine, l'espace d'un instant, je sens que l'espoir a encore ses chances. Ses balades dans la ville lumière l'apaisent. Ma présence aussi, je crois. 2 mois plus tard, un soir où nous déambulions du côté du parc des Buttes-Chaumont, il a préféré rentrer chez lui. Il s'est senti trop fatigué pour continuer. Selon notre formule, il m'a dit « à tout de suite ». Ce furent ses derniers mots. Il s'est volatilisé. Appartement déserté, travail quitté, aucun signalement dans les hôpitaux. Pas de nouvelles, pas de réponse, juste le silence. J'ai eu l'âme glacée, j'ai eu froid aux os. J'ai porté les pulls en mohair et en cachemire durant tout le premier été. Rien n'y faisait. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'oublier, je n'y suis pas parvenue. J'ai glissé sans force dans un bocal de néant, et j'y suis restée longtemps. Seule prise sur la façade du glacier qui m'enserrait, son livre de cuisine laissé dans le placard du haut. Consciencieusement, j'ai préparé toutes les recettes, les unes après les autres, dans l'ordre chronologique. Puis un jour, je ne saurais dire quand, la vie a repris le dessus. 3 ans plus tard, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un courrier sans timbre, une seule phrase écrite à la main. Je ne peux plus m'attacher. Ni toi, ni Paris n'y peuvent rien. J'ai préféré m'enfuir. Pardonne-moi.